IDFM Radio Anguin 98 de la Bande FM émission, c'est-à-dire aujourd'hui avec un homme qui s'appelle Laurent Bécu-Renard et qui est réalisateur et producteur français. En 1995 et 1996, il passe la dernière année de la guerre à Sarajevo comme rédacteur en chef du magazine Sarajevo Online, qui publiera ses chroniques de Sarajevo. Après le conflit, il retourne en Bosnie-Herzégovine et se consacre à une réflexion sur les traces psychiques de la guerre en filmant sur plusieurs saisons le travail de deuil entrepris en thérapie par des veuves de jeunes combattants. Le film qu'il en tire alors s'appelle « De guerre lasse » et est présenté dans une cinquantaine de festivals internationaux et plusieurs fois primé, recevant notamment le prix du film de la paix décerné au Festival international du film de Berlin. Là, il va nous parler de son deuxième volet d'une trilogie intitulée « Une généalogie de la colère ». Ça s'appelle « Of Men and War », des hommes et de la guerre, qui accompagnent cette fois dans leur chemin intime de jeunes soldats américains revenus de guerres lointaines meurtris dans leur âme. Laurent Bécu-Renard, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureuse que vous soyez venu sur l'antenne d'IDFM pour nous parler de ce film qui est magnifique, qui dure 2h22 quand même, et vous avez fait pile 2h22. J'aimerais d'abord que vous nous parliez un peu de vos grands-parents, puisqu'il semble qu'ils aient un rôle très important dans ces films, finalement, que c'est un peu grâce à eux ou à cause d'eux, je ne sais pas, que vous avez fait ces films. Comme beaucoup de Français, j'ai deux grands-pères qui ont fait la Première Guerre mondiale. Pour d'autres plus jeunes, ce sera peut-être leurs arrière-grands-pères, et qui sont revenus très jeunes, à 25-26 ans de la guerre, après des expériences sans doute extrêmement traumatiques, puisque l'un a été fait prisonnier dans les premiers jours de guerre, seul survivant de son unité, et le second a été blessé, puis soigné, puis renvoyé au front, et a fini la guerre à Verdun. Et de cette expérience, ils n'ont jamais parlé. Ils se sont mariés juste en rentrant de la guerre, et ils ont fondé des familles avec de nombreux enfants, dont mes parents, et ils n'en ont jamais parlé ni à leurs épouses, ni à leurs enfants, ni a fortiori à leurs petits-enfants. Et moi, quand j'étais né, ils étaient déjà décédés. Et l'ombre portée de ce qu'ils avaient pu éprouver et qu'ils n'avaient pas exprimé a sans doute éclairé, si je puis dire, mon enfance et ma formation. Et c'est dans cet esprit que je suis parti en Amérique il y a 10 ans, pour préparer puis tourner ce film centré sur la parole de jeunes combattants revenant des guerres d'Irak et d'Afghanistan, traumatisés sur le plan psychique, et que j'ai suivi pendant toute la durée de leur thérapie. Alors ça, c'est le deuxième film d'une trilogie. On essaiera de savoir en fin d'émission quelle sera la troisième partie de cette trilogie, mais on va revenir sur la première, parce que vous avez parlé de vos grands-pères, mais il y a eu aussi vos grands-mères. C'est-à-dire que quand vous étiez à Sarajevo et que vous êtes trouvé confronté à ces veuves de guerre dans votre premier film, finalement, ça vous a rappelé vos grands-mères. Oui, alors il faut pas se tromper sur ce que je dis quand je dis ça, c'est que moi j'ai passé toute la dernière année de la guerre à Sarajevo, et ensuite j'ai rencontré une thérapeute en Bosnie qui travaillait avec effectivement des jeunes veuves de guerre qui avaient perdu non seulement leur mari, mais jusqu'à une cinquantaine d'hommes de leur entourage immédiat. Et mes grands-mères, quand je les ai connues, elles étaient les veuves de l'ancien combattant. Même si, comme je l'ai dit, mes grands-pères ne sont pas morts à la guerre, c'était la figure que j'avais autour de moi. Et c'était aussi la figure de la France de mon enfance, où il y avait beaucoup de veuves de guerre qu'on pouvait apercevoir, des veuves de la Première Guerre mondiale, des veuves de la Seconde. Et en faisant un portrait de ces femmes en Bosnie, j'ai voulu représenter une figure mythique un peu de la veuve de guerre, de la même manière que 10 ans plus tard, les jeunes hommes qui sont l'objet du film actuel sont aussi des figures mythiques du guerrier. C'est-à-dire que le ici et maintenant des deux films,
la Bosnie pour le premier, les États-Unis pour le second, ne sont pas anecdotiques, mais ils sont accessoires dans le récit. Et ce qui compte, c'est la figure. Et donc, cette figure de veuve dans le premier film et cette figure de combattant dans le second. On va juste un peu rester sur le premier film. Le premier film, donc toutes ces femmes vivent dans une espèce de grande maison où elles vivent avec leurs enfants. C'était une maison qui a été mise à leur disposition. Comment ça s'est passé? De quoi vivaient-elles? Elles étaient prises en charge. J'avais du mal à comprendre comment elles étaient prises en charge et combien de temps elles sont restées dans ces immenses maisons avec tous leurs enfants. Alors le premier film qui s'appelle De guerre lasse suit effectivement 3 femmes en thérapie pendant 9 mois. Et c'était des maisons où elles étaient accueillies bien sûr gratuitement. Elles avaient été choisies par les thérapeutes en fonction du fait que les thérapeutes sentaient qu'elles pouvaient faire un travail avec elles. C'était des femmes qui vivaient dans des camps de réfugiés à l'intérieur de leur propre pays. C'était donc des personnes déplacées. Et pendant 9 mois, elles quittaient effectivement le camp avec leurs enfants pour venir vivre en communauté dans une maison où se faisait ce travail thérapeutique au quotidien. Et elles étaient une quinzaine de femmes, plus leurs enfants. Ça faisait à peu près une 50aine de personnes qui vivaient à temps plein dans cette maison, toutes centrées sur le cheminement individuel de ces femmes et de leurs enfants dans l'après-guerre. D'accord. Est-ce que vous les avez revus depuis? Je les ai revus que pour leur montrer le film, mais que ça commence déjà à dater. Et puis, quelques années après, je suis retourné aussi leur faire une visite. C'était il y a 2-3 ans. Et aussi faire le point de où elles en étaient dans leur vie, déjà quelques années après la thérapie. Chacune, un peu à l'image de ce qu'on voit dans le film de guerre lasse, bien qu'il y a des hauts et des bas dans leur vie, mais c'est réinséré dans le vivant, dans l'existence, avec beaucoup de conviction, de courage. Et l'une a refondé une famille et l'autre a reconstruit sa maison et s'est réinstallée là où elle avait commencé sa vie avec son mari défunt. Et ce sont des femmes assez épatantes, je dois dire. Elles étaient nombreuses, hein. On les voyait manifester à un moment, chacune avec se tenant par la main avec un drapeau. Elles étaient très nombreuses. Il y a eu beaucoup de veuves finalement. Bah oui, il y a eu sur un pays de 4 millions d'habitants, il y a eu 200 000 morts et beaucoup effectivement de jeunes maris, de jeunes pères, et surtout dans certaines communautés rurales à laquelle elles appartenaient, où pour certaines régions, on disait que le ratio était après-guerre de 20 femmes pour un homme, pour une certaine classe d'âge aussi, la classe d'âge effectivement des jeunes femmes et des jeunes hommes. D'accord, on va passer au deuxième film. Donc, vous dites qu'ils auraient pu s'appeler Ulysse. Ils s'appellent Justin, Casey, Brooks, Trevor ou Steve. Ils auraient pu revenir de Troie. Ils reviennent d'Irak ou d'Afghanistan. Pourtant, pour eux aussi, le retour au pays est une longue et douloureuse errance. Ils étaient partis combattre sous le drapeau américain. Les 12 guerriers de Hoffman, un noir, des hommes et de la guerre, sont rentrés du front sains et saufs, mais l'esprit en morceaux, consumé de colère, hanté par les réminiscences du champ de bataille. Leur quotidien est désormais peuplé d'ombre. À propos du tournage, vous avez tourné de 2008 à 2013. C'est exact. Et au départ, vous êtes resté 1 an sans caméra. Non, je suis resté 5 mois sans caméra. 5 mois et sans caméra, oui. De manière à ce qu'ils s'habituent à vous. Oui, enfin, vous savez, ça a été un très long processus. J'étais parti aux États-Unis il y a une dizaine d'années avec l'idée de ce film. Et mes premiers voyages de recherche ont été justement à peu près cette période-ci, en 2004. Et je cherchais un centre de thérapie résidentielle où des jeunes hommes qui rentraient du front seraient pris en charge pour leur traumatisme psychique. Et un tel centre n'existait pas quand j'ai commencé à faire mes voyages de recherche. Mais j'ai rencontré un thérapeute qui travaillait depuis plus de 25 ans avec des anciens du Vietnam,
avec des générations successives d'anciens du Vietnam qui, à un moment donné de leur existence, ne pouvaient plus vivre avec ce qu'ils avaient vécu 5, 10, 15 ans, 20 ans avant. Et c'était un thérapeute qui avait été pionnier du soin pour les anciens du Vietnam dès le début des années 80. Et dès l'époque, il se souciait du fait que les jeunes hommes qui rentraient d'Irak et d'Afghanistan, il n'existait pas de structure qui leur était particulièrement dédiée. Et c'est 4 ans plus tard qu'il a créé le centre où va être tourné le film Of Men and War, des hommes et de la guerre. Et dès qu'il a ouvert, comme j'avais été en lien avec lui pendant ces 4 premières années de mes recherches, je lui ai demandé si je pouvais rester un certain temps dans le centre sans caméra. Et il m'a ouvert les portes. C'était censé y être pour 2 mois. J'y suis resté pour 5 mois sans caméra. Et à l'issue de ces 5 mois, j'ai commencé par sortir une petite caméra, comme on a tous. Et j'ai filmé comme ça pendant 5-6 semaines le travail thérapeutique. Des images dont il ne reste rien dans le film, qui étaient juste à la fois pour habituer les garçons avec qui je passais du temps à la présence d'une caméra, mais aussi pour montrer à l'équipe thérapeutique que, loin d'être une gêne, et là je parle avec l'expérience que j'avais eue 10 ans auparavant en Bosnie, la présence de la caméra pouvait accompagner le travail thérapeutique. Et au bout de 5-6 semaines d'utilisation de cette petite caméra, j'ai sorti un matériel professionnel. J'ai été rejoint par un assistant et par un chef opérateur professionnel aussi. Et on a filmé pendant 9 mois la thérapie avec l'intégralité des sessions d'une 50aine de garçons qui étaient dans le centre à ce moment-là, desquels vont émerger une 12aine qui sont les protagonistes du film. Alors, vous allez nous parler de PTSD ou syndrome de stress post-traumatique. On dénonce aux États-Unis plus de 2,6 millions de vétérans des récentes guerres d'Irak et d'Afghanistan. Selon les estimations du Pentagone, un tiers d'entre eux souffriraient de syndrome de stress post-traumatique, connu en anglais sous l'acronyme PTSD. Qui est-ce qui a créé, enfin pas qui a créé, mais qui a dénommé ce syndrome? Est-ce que ce sont des psys? Comment ça s'est passé? Vous en avez une idée? Non, précisément, quelle est la première personne qui a utilisé l'acronyme, je n'en sais rien, ou nommé plutôt sur le plan médical et scientifique. Mais ça n'a pas beaucoup, finalement, d'importance comment on nomme cette névrose de guerre, ces traumatismes psychiques liés à l'activité guerrière. Au 19e siècle, on appelait ça cœur de soldat, puisqu'on avait remarqué, notamment après la guerre de sécession, que dans l'après-guerre, dans les années qui suivaient, les anciens soldats mouraient brutalement. Mais en utilisant le terme cœur de soldat, soldier's heart, on parlait à la fois d'une faiblesse physique, mais aussi d'une faiblesse psychique. Après, pendant la Première Guerre mondiale, on a appelé ça shock shell, shell shock, comment dirais-je, choc des tranchées, shell étant les obus. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a aussi appelé ça combat fatigue en anglais, donc fatigue du combat. Et finalement, après la guerre du Vietnam, le terme est devenu peut-être un peu plus scientifique en nommant ça état de stress post-traumatique, en anglais post-traumatic stress disorder, ou l'acronyme PTSD, que les Américains, le grand public américain maintenant est très habitué à voir écrit dans les journaux. Bon, ici, c'est pas un des termes qu'on emploie, mais encore une fois, le nom qu'on donne n'a pas beaucoup d'importance. Je crois que si on parle de traumatisme psychique de la guerre, tout le monde est capable de comprendre, mais ça se caractérise par un certain nombre de choses, notamment une grande anxiété, une grande hypervigilance, c'est-à-dire un esprit qui n'est jamais en paix, beaucoup de cauchemars, beaucoup de réviviscences, des flashbacks, des intrusions du passé dans le présent,
Un manque de communication. Ils ont beaucoup de mal à communiquer avec leurs proches. On le voit dans le film. Absolument, il y a une rupture, si vous voulez, de l'intégrité psychique, et ça, c'est très difficile à verbaliser. Et donc, le travail fait en thérapie vise à les aider à trouver et mettre des mots pour nommer ce qu'ils éprouvent, et ce qu'ils éprouvent de ce que leur a fait les événements traumatiques qu'ils ont traversés pendant la guerre, ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont été les témoins, ce qu'ils ont fait et ce à quoi ils ont participé d'une manière ou d'une autre en étant présents. Vous dites que les journaux américains regorgent d'articles sur les vagues de suicides chez les jeunes vétérans, leur addiction aux drogues, leur implication dans des affaires de violence conjugale ou de tuerie collective, le nombre de soldats démobilisés nécessitant des soins qui a dépassé le demi-million a débordé les capacités de la Veterans Administration, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge en général par une administration et qui a du mal à gérer. Alors il y a eu la création vous parlez mieux l'anglais que moi, le Pathway Home. Oui, le Pathway Home. Donc c'est là où finalement vous avez tourné. Oui, c'est une institution associative qui vit de la générosité du public et qui a été créée par ce thérapeute que j'évoquais tout à l'heure, Fred Guzman, qui après la guerre du Vietnam, dont il était lui-même un vétéran, avait proposé à cette administration des anciens combattants, qui est une institution très importante aux États-Unis, puisqu'il y a près de 24 millions d'anciens combattants aux États-Unis, toutes guerres confondues. Et c'est le premier système de santé aux États-Unis, avec 200 000 fonctionnaires et 100 milliards d'euros de budget annuel. Et c'est dans cette institution-là qu'il avait créé des centres pour les anciens du Vietnam dans les années 80. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, en 2004, alors que la guerre en Afghanistan avait commencé depuis près de 3 ans, que la guerre d'Irak avait commencé depuis plus d'1 an, quand je l'ai rencontré, il n'existait pas de centre dédié aux anciens d'Afghanistan et d'Irak. Et un jour, un philanthrope est donc venu le chercher dans cette institution où il travaillait, en lui proposant d'en créer une nouvelle. Et c'est comme ça qu'est né le Pathway Home, qui jusqu'ici, donc maintenant ça fait plus de 6 ans qu'il a été créé, vit que de la générosité du public. C'est pas parce que il y a une carence de l'État, ni des institutions militaires ou l'administration civile des anciens combattants. C'est aussi que souvent les jeunes soldats, quand ils rentrent et qu'ils ont ces traumatismes et qu'ils sont démobilisés ou réformés, ils n'ont plus envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec l'administration, fût-ce l'armée ou l'administration civile des anciens combattants. Ils sont très souvent dans le déni de leur propre traumatisme. Et donc, Fred a créé cette institution en la rendant assez lâche, au sens flexible dans son organisation, et de manière à ce que ces garçons qui viennent en traitement gratuitement, et qui vont y passer 4-5 mois en moyenne, puissent rencontrer un premier répit dans leur vie post-guerre. Et ce répit passe aussi par le fait que ce n'est pas une organisation militaire ou administrative, et que, à part l'engagement qu'ils prennent d'aller dans les séances de thérapie et de ne pas boire ni de se droguer, c'est une organisation au quotidien qui dépend de la manière dont les garçons l'entendent et le définissent avec leur thérapeute. Oui, puis c'est une discussion entre eux, c'est une thérapie en miroir, on le voit très très bien dans le film. C'est ce qui aussi est surprenant, c'est que finalement le miroir, ce sont les spectateurs qui sont en train de regarder ce film, et c'est vraiment une thérapie en miroir. On va passer un petit morceau de musique, je crois que c'est la musique du film. Hein. Oui, une composition d'un compositeur turc qui avait déjà fait la musique de Gearlas, qui s'appelle Kutsi Erguner et qui réside en France, et à qui j'avais commandé une musique qui est avec un mélange d'instruments ottomans et occidentaux,
puisse évoquer par moments l'espèce de rémanence des sons, des sonorités, des mélodies qu'ils pouvaient entendre quand ils étaient au front. On va écouter. Voilà, c'est la deuxième partie de ce C'est-à-dire, toujours avec Laurent Bécu-Renard pour son film Hoffman and War. Alors, la musique de ce film, c'est vrai que maintenant que je l'entends, je me rends compte à quel point elle a été intéressante. C'est que c'est pas, si jamais le compositeur m'écoute, il va peut-être pas comprendre ce que je veux dire, mais c'est que finalement, cette musique, elle était tellement intégrée au film qu'on l'a pas entendue. C'est-à-dire que c'est vraiment une bonne musique de film, parce que ça nous permettait de rentrer dans nos silences, voilà, parce que c'est un film qui dérange, enfin qui remue, et cette musique, elle nous permettait de revenir en nous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Au reste, la manière dont nous avons monté la musique et nous l'avons intégrée au film, à part 3 moments spécifiquement musicaux, enfin le générique de début, le générique de fin et une certaine scène dans le film, tout le long du film, elle est mixée de manière extrêmement subtile avec l'arrière-plan de la société américaine dans laquelle ils évoluent. Et parce que si vous voulez, je voulais rendre compte auprès du spectateur de manière inconsciente que ces sonorités, elles habitaient le psychisme de chacun des garçons. Et c'est comme ça qu'on a intégré, de manière à ce que on se demande toujours si on a entendu de la musique ou pas, mais on n'a pas l'impression que c'est une musique qui est didactique et qui dirait qu'il faut ressentir ceci à tel endroit ou à tel autre. Et Non, c'est une musique qui nous ramenait à nous, et voilà, c'est pour ça que je suis étonnée, parce que maintenant que je la réentends, je la reconnais, mais c'est comme si je l'avais pas entendue dans le film, comme si ce film avait été qu'un grand, enfin pas un grand silence, mais aussi des grands cris, hein. Il y a beaucoup de choses tristes. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là dans le livret pour la presse. De toute évidence, ce qui dure le plus longtemps dans la guerre, c'est l'après-guerre. Et ça, je trouve ça très intéressant de se rendre compte que la guerre, une fois qu'elle est finie, elle n'est pas finie pour tout le monde. C'est ce qu'on voit dans votre film aussi, hein. oui, c'est le point de départ de tout mon travail depuis maintenant presque une vingtaine d'années avec ces 2 films, De Guerre lasse et Of Man and War. Si vous voulez, nous, tous qui sommes nés au XXe siècle, et pour la plupart d'entre nous dans la seconde moitié du XXe siècle, nous sommes les héritiers. Nous venons dans le temps de l'après-guerre, et on a reçu en héritage, et pour la plupart d'entre nous de manière silencieuse, le legs de ce qui a été ressenti par nos aînés, que ce soit nos parents ou nos grands-parents, ou voire nos arrière-grands-parents. Et on le porte à notre corps défendant, et très souvent sans en avoir conscience. Et nous sommes le temps de l'après-guerre. Et c'est au reste, si vous voulez, ce qui va être le sujet de mon 3e film, après De Guerre lasse et Of Man and War, des hommes et de la guerre. C'est la question de nous tous qui sommes ces enfants de la guerre, d'une manière plus ou moins directe.
et qui sommes du temps de l'après-guerre. Alors on pourrait parler des drones et des soldats qui ne seront plus des vrais soldats et qui finalement feront la guerre sans nous, on peut dire, mais bon, ça serait une autre émission, donc on n'en parlera pas. Mais c'est intéressant parce que moi j'ai connu mon arrière-grand-père qui avait donc connu, il devait être né en 70, donc il avait connu 14, mais il avait connu la commune et tout ça. Et jamais il m'en a parlé. Mon père m'a un peu plus parlé de la guerre de 40, un tout petit peu. Il essayait de me dire des choses, mais je n'étais pas très réceptive. Mais comment se fait-il que sur cette guerre de 14, finalement, tout le monde se taisait? J'ai vraiment l'impression que les gens se taisaient sur cette guerre-là. Je pense que c'est pas propre à la Première Guerre mondiale, mais ce qui est vrai, c'est que la saignée était énorme et le nombre de blessés physiques aussi était colossal. Et ceux qui avaient survécu sans être blessés ou sans être grièvement blessés, et qui étaient l'immense majorité, et qui étaient des millions, ils ont vécu sans doute leurs blessures psychiques dans une grande solitude parce qu'ils ne se sentaient sans doute pas autorisés à en parler. C'était pas la mode, compte tenu du fait que non, mais du fait qu'ils avaient survécu alors que les autres étaient morts ou qu'ils avaient survécu sans blessure apparente, alors que les autres avaient des gueules cassées, comme on les a appelés. Et je pense que ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que la psychanalyse était toute jeune à l'époque et il n'y avait pas encore toutes les ramifications de la psychanalyse vers toutes sortes de thérapies qu'on peut connaître aujourd'hui et qui font que 100 ans après l'invention de la psychanalyse, toutes catégories sociales confondues, les gens sont en disposition d'aller envoyer leurs enfants ou d'aller eux-mêmes rencontrer un thérapeute à un moment plus ou moins difficile de leur existence. Mais bien sûr, à l'époque, il n'y avait aucune tradition en la matière. Et peut-être, à part peut-être aller parler à leur curé dans la France catholique de l'entre-deux-guerres. Mais je pense que surtout, ils le vivaient très solitairement. Ils se réunissaient beaucoup entre anciens combattants. Oui, toujours, ça ne veut pas dire que... Je ne crois pas que dans ces réunions, ils nommaient ils parlaient pas. Ils se racontaient des histoires, mais c'était, si vous voulez, ils se racontaient les événements comme des images un peu d'Épinal. Mais en fait, l'essentiel, je pense, de ce qui s'est passé dans ces réunions était la conscience du non-dit. Et ils étaient bien ensemble parce qu'ils savaient qu'ils avaient vécu des choses similaires. Mais je ne crois pas qu'ils nommaient ce qu'ils avaient éprouvé ou la manière dont ça les affectait. Mais au moins, il y avait cette solidarité par la simple présence physique d'être ensemble, sans doute leur donnait une sorte de chaleur. Et peut-être qu'ils étaient plus proches de leurs camarades anciens combattants que de leurs épouses et a fortiori de leurs enfants. Et je pense que c'est dans ce contexte que s'est établi le silence. Mais je crois il a aussi bien existé après la Seconde Guerre mondiale ou après la guerre d'Algérie. Les mêmes choses entraînant les mêmes effets. J'avais oublié la guerre d'Algérie. C'est vrai que j'ai un oncle qui est parti, qui n'a jamais voulu en dire un mot. Alors par contre, ce qui rapproche donc tous ces guerriers des guerres, des dernières guerres, c'est aussi, comme vous le dites, c'est que finalement ce sont des survivants, ils sont en vie. Il y en a même un dans votre film qui dit qu'il aurait préféré y rester. Hein, c'est clair. Il y a aussi le fait qu'ils ont peur du jugement, ne pas avoir à expliquer que. Il y en a un qui dit, par exemple, je comprends pas pourquoi on me demande si j'étais vraiment obligé de tuer. Hein, donc, ils ont peur du jugement, ils ont peur aussi qu'on les traite de criminels. C'est ce que j'ai vu dans votre film. Hein. Il y en a un qui disait qu'il avait peur de ça. Hein. Bien sûr. Il n'avait pas à se justifier sur ses actes. Alors, il faut comprendre que tous ces jeunes hommes, à un moment donné de leur existence, quand ils avaient entre 16 et 18 ans, ils viennent tous de milieux assez défavorisés, avec des familles très souvent dysfonctionnelles, abusives, en plus d'être souvent éclatées, et avec des scolarités loin d'être linéaires, donc une formation assez décousue. Et à un moment donné, donc, ils croisent l'armée,
soit un sergent recruteur qui vient soit à l'école, soit dans des lieux de sociabilité, soit eux-mêmes vont passer devant une antenne de l'armée et ils vont voir dans l'armée une planche de salut, à la fois pour pouvoir faire des études, peut-être, avoir une formation, puis un job, et puis souvent aussi une famille de substitution. Et je vous dis tout ça pour vous dire que ils s'engagent pas dans l'armée pour aller faire la guerre. Aucun de ceux que j'ai rencontrés ne s'est engagé comme cela. Il s'est engagé pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Et puis à un moment donné, bien sûr, ils appartiennent à l'armée, l'Amérique entre en guerre et les envoie au front. Et là, c'est une expérience à laquelle, évidemment, ils ne sont pas du tout préparés. Et dans le contexte de la guerre, eh bien, évidemment, il va se passer beaucoup de choses, dont la mort qu'ils peuvent recevoir, la mort qu'ils donnent, la mort qu'ils observent. Et c'est cette présence constante de la mort qui va, à un moment donné, les traumatiser. Alors, il n'y a aucune scène violente, puisque vraiment, c'est pas un film de guerre. Hein. C'est-à-dire, on va voir des scènes violentes, puisque tout est par la parole, et c'est presque des allusions. Ils ont beaucoup de mal à... Alors, je voudrais juste l'histoire de ce brancardier, là. Ça m'a ému, parce que lui, il ne donne pas la mort, hein. Il ne reçoit pas la mort, il va ramasser les corps. Et il raconte qu'à un moment, il y avait un camion qui était bourré de corps de partout, qui étaient enchevêtrés les uns dans les autres, et c'était horrible, cette scène. Il raconte aussi qu'il y avait tous les copains des morts qui étaient autour du camion pour essayer de voir si c'était leurs copains qui étaient dedans, qui voulaient récupérer des alliances. C'était terrible. Et donc, ce brancardier, lui, il n'est pas au front devant, mais il y participe aussi. On peut aussi penser que la guerre, c'est pas uniquement de se battre avec des armes. Bien sûr, et pour compléter ce que je vous disais précédemment, cette proximité de la mort et de cette entreprise humaine, puisque c'est quand même des décisions humaines qui fait que la guerre se produit, et eux n'ont aucune responsabilité dans les décisions qui ont été prises en amont, de part et d'autre, qui fait qu'à un moment donné, eux se retrouvent à faire la guerre. Ils ne s'abritent pas derrière une condamnation de leurs aînés, de la génération de leur père qui les a envoyés faire la guerre. Et ce que je trouve, moi, dans toute cette familiarité que j'ai eue avec eux au fil des années, ce que je trouve extrêmement touchant, c'est combien c'est leur humanité qui se révèle en thérapie. Et justement, la honte que vous évoquiez, c'est qu'ils prennent leur lot de culpabilité d'appartenir à l'espèce et d'avoir été... amenés à avoir des armes à la main et d'être en capacité de tuer leurs prochains et parfois, effectivement, de les tuer. Et ils se défilent pas face à cette responsabilité morale. Et au contraire, en thérapie, on voit bien que c'est ça qui les brise profondément et qui l'affrontent. Et même ce garçon que vous évoquiez, qui était chargé... disons trivialement, de ramasser les morts sur le champ de bataille, lui-même, je pense, est habité par la honte de cette aventure humaine. Et effectivement, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que plus tard, dans la vie civile, longtemps après la thérapie, il va décider d'être thanatopracteur. Et comme si, pour trouver une résolution à tous ces morts qu'il a dû ensevelir sans pouvoir leur donner une sépulture digne de ce nom, il pouvait, avec ces nouveaux morts civils, trouver une résolution pour ceux qu'il avait connus sur le champ de bataille. Alors, pourquoi il n'avait pas le droit de donner l'alliance aux copains qu'il aurait donné à la femme? C'est pourquoi? C'est pour pouvoir identifier les corps? Non, parce que c'était des règles de procédure que chaque mort restait avec tout ce qu'il avait sur lui. De manière à l'identifier. Oui, mais aussi, bien sûr, de premier chef, de manière à les identifier, mais aussi parce que c'est l'armée qui remet à la famille les effets personnels. D'accord. C'est pas, okay. c'est pas les camarades de régiment. Alors ça les empêche pas quand même de se sentir coupables, même si
il disait qu'il pouvait. Il y en avait un qui disait que cette guerre lui avait appris que il pouvait disparaître à tout instant, lui, mais comme ses enfants, sa femme, n'importe qui qu'il aimait. Et donc, il était toujours dans la peur tout le temps que, à l'instant d'après, ben, il y a une catastrophe. Hein. Ça, c'est aussi un des témoignages. Euh, Peur de ne rien contrôler. Il y en a un qui dit qu'il a peur de rien contrôler, de ne plus pouvoir contrôler. Il y a cette colère, cette rage, et on se demande contre qui, finalement. La colère, elle est, je crois, bon, la trilogie, l'ensemble de la trilogie de mes films, donc de Guerlas en premier, Of Man and War, des hommes et de la guerre en second, et ce troisième film que j'évoquais sur nous tous qui sommes les enfants de la guerre d'une manière ou d'une autre. Cette trilogie s'appelle Une généalogie de la colère. Elle est à la fois cette colère que l'on rencontre chez les femmes, que j'ai filmée en Bosnie, chez ces garçons, que j'ai filmés aux États-Unis, mais elle est aussi la mienne. Et alors pour eux, c'est effectivement une colère qui n'a pas d'objet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tournée contre quelqu'un, elle est souvent retournée contre eux-mêmes, mais c'est un état de colère, c'est-à-dire que ils sont devenus la colère à bien des aspects. Et je pense que ça, c'est une grande caractéristique du legs que l'on reçoit en héritage. En tout cas, moi, je l'identifie dans ma propre lignée comme cet héritage, mais c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti en grandissant dans la France de mon enfance, en étant extrêmement frappé par la colère qui m'entourait, pas nécessairement dans ma famille, mais dans la société en général. Et c'est pour ça que la trilogie s'appelle Une généalogie de la colère. On va écouter Bachoum. Je pense que c'est ce que vous avez choisi.
Voilà, on est de retour sur l'antenne d'IDFM, toujours au sujet de ce film qui est en exclusivité au cinéma du Panthéon. C'est Victor Cousin, rue à Victor Paris. Cousin, c'est la rue qui est après la rue de la Sorbonne. Non, c'est la rue qui passe devant la Sorbonne. Oui, mais Ouais. elle ne porte pas le nom jusqu'au bout. Ah, ça c'est possible. Voilà, Moi, donc je c'est ne fais bien que de le dire. je ne fais que la descendre. Voilà, donc, bah, je vous peux pas dire. vérifierez. Oui. Donc, juste à côté de la Sorbonne, et c'est un film qui est en exclusivité. Pour Paris. Hein. Pour Sinon, Paris. il passe en région et aussi en région parisienne. Il faut voir la programmation complète sur le site deshommesetdelaguerre.com, tout attaché. Et là, il y a un onglet calendrier où il y a à la fois toute la programmation et les rencontres et débats avec le réalisateur quand il est là ou avec d'autres intervenants, sachant que il y a énormément de rencontres et à Paris et dans le reste de la France. Hein. Et à chaque fois, vous avez beaucoup de monde. On a pas mal de monde. Je salue, je rends hommage au cinéma du Panthéon, qui est un cinéma qui fonctionne un peu à l'ancienne, en s'engageant sur des très longues durées. Hein. C'est un cinéma qui n'a qu'un seul écran, mais qui programme les films pendant 2 mois, très souvent. Donc, il n'en programme que 6 ou 7 par an. Et de manière à permettre à ce qu'il y ait un bouche à oreille qui fonctionne, comme on faisait beaucoup autrefois pour le cinéma d'arrêt d'essai. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'être dans une seule salle à Paris, mais sur une très longue durée, 2 mois et demi, donc jusqu'à Noël. Et donc toute la programmation deshommesetdelaguerre.com. D'accord, et De Guerlas, c'était passé au même cinéma, mais il ne repassera plus. Le De Guerlas, donc, un film qui a déjà plus d'une dizaine d'années. Il est repassé régulièrement au cinéma du Panthéon le dimanche matin. À midi. Donc, il faut regarder le programme. C'est pas toutes les semaines. La prochaine, c'est le 16 novembre, à ma connaissance, dans une journée organisée par les rencontres cinéma et psychanalyse, où il y aura projection de De Guerlas à midi, puis Dove Man and War à 14h15, suivi d'une rencontre avec 3 psychanalystes et moi-même dans l'après-midi sur les 2 films. Alors, ceux qui viennent voir vos films, vous me disiez avant cette émission qu'il n'y avait pas que des personnes d'un certain âge, il y a aussi des jeunes qui s'intéressent au problème. Oui, j'ai été très content de voir qu'il y avait des tas de générations mélangées, avec parfois des vrais moments d'émotion. Je pense à un jeune garçon qui a une projection récente et est venu me voir à la sortie. Il était avec sa copine et c'était un jeune qui était un ancien d'Afghanistan, un Français, et qui voulait me dire à quel point il était bouleversé. Donc ça m'a beaucoup touché parce qu'il me disait « mais vous avez fait un film sur moi ». Et en ce sens que je vous disais tout à l'heure, il s'agit de représentations de type mythique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'Amérique en particulier, même si le film est tourné en Amérique, mais une représentation du guerrier et du soldat blessé dans son psychisme. C'est ça que j'appelle la figure d'Ulysse. Ulysse qui, après la guerre, mais c'est une figure de style, ne peut pas rentrer chez lui et met tant d'années parce qu'il n'est plus lui-même. Au reste, seul son chien va le reconnaître. Et c'est, je pense, ce que l'immense majorité des soldats qui rentrent des guerres, et on en a nommé de nombreuses au XXe siècle, mais aussi tous ces jeunes qui vont faire la guerre en notre nom aujourd'hui au Mali, en Centrafrique, en Afghanistan, qui ne sont pas responsables des décisions prises par les pouvoirs démocratiques. Après, c'est aux citoyens de discuter de la légitimité de telle ou telle guerre. Mais ce n'est pas la question, c'est que ces jeunes hommes, qui sont nos enfants, à tous, eh bien, ça a un coût d'aller faire la guerre. Et on ne peut pas ni être angélique, ni être hypocrite, ni cynique. Et si on fait la guerre, il faut savoir qu'il y a un prix très cher à payer sur le plan humain et que ce sont ces jeunes hommes qui le payent. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne sont plus comme avant. Ça, c'est une phrase qui revient. Je ne me sens pas comme avant. Ils disent qu'ils ne peuvent plus sentir, ne peuvent plus se ressentir, comme s'il y avait quelque chose qui était cassé chez eux. Il y a quand même un côté sur l'ambiguïté de l'Amérique, où on les voit défiler un peu avec les pop-up girls à un moment. Donc ça, c'est un côté un peu ludique du film. Et un autre côté ludique du film aussi, c'est celui qui joue à la guerre avec des petits soldats, qui se refait des batailles entières
Vous voyez, et puis ce gamin à la fin qui est tout petit, c'est un bébé qui est habillé avec un treillis militaire. Et le papa essaye de le calmer. Et le gamin, il hurle. D'ailleurs, si vous regardez le film, il y a quand même un passage du film qui passe. Hein, vous verrez, cet enfant, il fait partie de la bande-annonce. De la bande-annonce. Pourquoi avoir mis... Parce que cet enfant, il est prêt à faire la guerre aussi. Il a déjà le costume militaire et le père ne peut pas le calmer. Et en fait, vous savez... Qu'est-ce que vous avez voulu passer comme message, là ? Je raisonne pas tellement en termes de message. J'ai été dans une très grande intimité sur une très longue durée avec chacun de ces garçons. Et ce jeune homme, à un moment donné, devient père. Et dans la scène que vous évoquez, l'enfant a 11 jours. Bah oui, il est vraiment petit. Il est tout petit. Déjà habillé en treillis. Et c'est vrai que, comme vous l'évoquiez en citant un certain nombre de choses les concernant, il est très difficile pour eux, qui sont devenus des étrangers à eux-mêmes, et des étrangers bien sûr à leur famille, de s'imaginer être réenracinés dans la vie, que ce soit comme mari, que ce soit aussi comme père. Oui, et c'est vrai que, même si je pense que à ce moment-là de son existence, il était bien sûr heureux d'être père, mais que par rapport à ce qui porte en lui de la guerre, et je pense que la réconciliation entre les deux mondes, celui de lui étant jeune père et celui de lui portant la guerre en lui, est très difficilement, la réconciliation est très difficile à faire. Et je pense que toutes ces scènes filmées en famille parlent de cette irréconciliabilité entre le front qui s'est déplacé du théâtre de guerre dans le psychisme des garçons, et dont la révélation se fait dans la salle de thérapie, et l'arrière qui est la femme aussi, qui est la femme, qui est les enfants, qui est les parents, qui est les amis, qui est le reste de la communauté à laquelle ils appartiennent, comme on dit aux États-Unis. Et il y a un fossé là qui est difficilement franchissable, et leur apprentissage de la vie après, c'est de trouver un moyen justement pour eux, à la fois de se réenraciner en quelque chose qui est resté vivant en eux, quelque chose qui n'est pas mort, et de reconstruire des passerelles avec le reste de la société, à commencer par les plus proches d'eux. Il y a un deuxième point que vous vouliez qu'on n'oublie pas, c'était lequel ? Non, je vous signalais hors antenne que, mais je l'ai dit tout à l'heure, que tous les débats et les programmations du film étaient annoncées sur le site leshommesetdelaguerre.com. On peut aussi retrouver un certain nombre d'émissions, de revues de presse, et on retrouvera aussi cette émission sur le site dans les semaines qui viennent. D'accord. Alors, cette thérapie, finalement, elle n'aide pas que ceux qui y viennent, elle aide aussi la famille, elle aide tout l'entourage, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui est blessé, il y a toute la famille qui est autour. Ça, c'est important de le rappeler. Les enfants qui... Le film se termine sur une très très belle image, puisque pendant 2h22, on va suivre 12 guerriers, comme vous dites, hein, c'est ça, ils sont 12 mercenaires. Oh, pas mes mercenaires, non. 12 survivants, on peut dire. Et donc, on les connaît un peu. Il y en a un, malheureusement, qui, depuis, n'est plus là, qui a préféré partir dans l'autre monde. Oh, je ne m'aventurerai pas à dire ce qu'il a préféré. Il se trouve qu'effectivement, comme lui-même le dit très bien dans l'une des séances de thérapie, évoquant de précédentes tentatives de suicide, il dit « Ce n'est pas que je voulais mourir, je voulais juste en finir avec la souffrance. » Et je pense qu'on ne peut pas parler plus simplement et plus justement de toutes ces tentatives de suicide. Juste une parenthèse concernant l'Amérique. Chez les anciens d'Irak et d'Afghanistan, il y a à peu près 25 tentatives de suicide par jour. Et donc, oui, lui, le jour où il s'est donné la mort, il y a eu un moment où la souffrance était telle qu'il fallait qu'elle s'arrête. Mais je serais très malvenu de dire qu'il préférait mourir. On l'apprend par sa mère, d'ailleurs. On l'apprend par donc sa on mère, a du mal à comprendre qui est mort.
si on n'a pas vraiment bien suivi le film. Mais voilà, il y en a quand même un qui est parti. C'est un très beau film qui rend triste, hein, je dois quand même dire, parce que voilà, c'est même pas de la colère qu'on a en sortant de ce film, c'est de l'abattement. Il faudrait peut-être qu'on réagisse un peu pour que ça ne se produise plus. Enfin, moi, c'est peut-être une réaction de femme, mais Je oui. pense quand même que vous parlez d'abattement, mais le film est quand même... Il est positif. Il est très centré sur la vie, en fait. Oui, oui, il est très positif. Vous voyez, dans les 2 films de Garlas et Of Man and War, Des hommes et de la guerre, ce que font aussi bien la thérapeute qui travaille avec les femmes en Bosnie que ce garçon qui travaille avec les hommes aux États-Unis, leur ambition thérapeutique, c'est de chercher en eux ce qui reste de vivant et comment les aider à s'enraciner dans cela et de construire une nouvelle vie après à partir de ça. Et aussi bien les femmes que les hommes, ce sont des populations qui, à un moment donné, décident de rester vivants. Sinon, ils n'iraient pas en thérapie. Et ils le font en verbalisant. Et c'est la parole qui est aussi source de vie. Et je pense que, si vous voulez, le film, lui, s'il était dans une... Les 2 films, s'ils étaient dans une position mortifère, pour le coup, ça serait insoutenable. D'abord, il ne pourrait pas y avoir de récit. C'est pas une position mortifère, mais ça... on serait dans l'abattement. Mais il est quand même... si vous voulez, il travaille, en plus, le travail de montage qui se produit après le travail thérapeutique, si vous voulez, il met encore plus en évidence la recherche d'un enracinement dans la vie. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est à la source de mon travail, quand même. C'est un bon travail, mais je continue à dire que quand on sort de ce film, on voit pas vraiment la vie pareille que quand on est rentré dans le cinéma. On se rend compte qu'il y a des priorités dont il faudrait un peu s'occuper et que le monde ne se rend pas compte des souffrances finalement. Moi, je conseille vraiment de voir les 2 films parce que d'abord, d'un côté, il y a des femmes, c'est une autre histoire, et de l'autre côté, il y a des hommes. Et je voulais vous poser la question, mais on n'aura pas le temps parce que c'est la fin. Il n'y avait pas de femmes, hein, dans ces guerres d'Irak, d'Afghanistan. Il n'y avait pas de femmes dans les dernières guerres. Aussi, l'armée américaine avait des femmes déjà à cette époque-là. Oui, oui, bien sûr. Bah, il y en a eu. Et ça, vous ne savez pas comment ça se passe pour elles? Non, il se trouve que c'est un centre qui n'est pas mixte. Et Okay. ça, pour des raisons assez compréhensibles. C'est un centre qui travaille qu'avec des garçons. Il y a un projet que Fred, le thérapeute, a d'ouvrir un centre aussi pour les jeunes femmes qui ont fait la guerre en Afghanistan et en Irak. Et pour terminer cette émission, je dirais que c'est comme la fin de votre film. Il y a beaucoup d'espoir et je trouve ça vraiment la fin, rien que pour la fin. Il faudrait peut-être aller voir le film parce que je trouve qu'elle a été très très forte, votre fin de film. C'était une très très belle fin. Comme quoi, voilà, merci beaucoup. Je rappelle le titre, rappelez le titre de votre film. Alors, Of Man and War, le titre anglais, on le sous-titre Des hommes et de la guerre, en exclusivité au cinéma du Panthéon. Du Panthéon, rue Victor Cousin. Rue Victor Cousin, juste à côté de la Sorbonne, sur le même trottoir que la Sorbonne. 14h15, 17h15 et 20h15 tous les jours. Eh ben, dites donc. Et le dimanche à midi, à partir du 16 novembre, pour le premier film de Garlas. Laurent Bécu-Renard, merci pour vos films. Merci que ce soit un Français aussi. On n'a pas dit que finalement vous avez été bien accueillis aussi, parce que le fait que vous n'étiez pas américain, ça a arrangé un peu aussi les choses pour ceux qui avaient à témoigner. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.